des réserves de change de l'ordre de 800 millions et ces réserves de change ont été utilisées pour financer le projet que vous connaissez, le projet de 100 jours. Il fallait d'abord calmer la surchauffe qu'il y avait sur le marché, que nous avons constaté quand nous sommes arrivés. C'est pour cela que nous avons injecté les 50 millions. La première dépréciation, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous sommes passés de 1600 à 1900. Le secteur rémunère de l'argent. Donc, si on avait mis, par exemple, 1000 milliards, au bout d'une année, on a 1250 milliards parce que c'est 25 milliards. Et donc, on a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. De injecter de la liquidité en devise dans les marchés. Grâce à ces... Non, le taux indicatif de la Banque centrale est aujourd'hui de 2367. 23. Voilà. 23,60. Oui. Ce qui veut dire... L'homme du moment est-il l'homme de la situation? Pour tenter de répondre à cette question, il faut puiser dans le parcours du désormais gouverneur de la Banque centrale du Congo depuis juillet 2025. André Ouamesso Nkwaloloki, économiste, homme politique et haut fonctionnaire congolais, a fait ses classes dans la prestigieuse université catholique de Louvain en Belgique et traîne aujourd'hui plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs bancaires, financiers et institutionnels dans le pays et ailleurs. Robank en RDC, Dexia en Belgique, André Ouamesso a fait parler ses qualités hors pair dans différentes fonctions stratégiques des institutions financières. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, ses compétences sont requises au sommet de l'État où il joue d'abord le rôle d'ambassadeur itinérant du chef de l'État avant de se distinguer ensuite au poste de directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge des questions économiques et financières. Dans l'ombre, mais très efficace, André Ouamesso Nkwaloloki travaille et obtient des succès dans des dossiers tels que la récupération des blocs pétroliers et actifs miniers dans le cadre de l'accord Ventura, la signature de l'avenant au contrat minier chinois conclu entre la RDC et le groupe des entreprises chinoises ou encore le projet de port en eau profonde de Banana. André Ouamesso a également été aperçu au premier plan lors de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda ainsi que l'accord bilatéral actuellement en cours entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Fort de ses compétences, comprenant une expertise en gestion des risques financiers, la maîtrise des dispositions bancaires complexes, des solides aptitudes en pilotage des projets économiques et budgétaires nationaux, mais aussi sa capacité à diriger des réformes institutionnelles, il a été nommé par le président de la République, gouverneur de la Banque centrale du Congo. En fonction depuis le 4 août 2025, André Ouamesso Nkwaloloki vise la souveraineté économique et monétaire avec le renforcement de la confiance de la population dans l'utilisation de la monnaie nationale ainsi que la réduction de la dépendance aux devises étrangères dans les transactions internes, mais aussi la modernisation de la Banque centrale du Congo qui devrait franchir le cap de la digitalisation des paiements et l'automatisation des processus de contrôle. Avec André Ouamesso, la Banque centrale du Congo pourra participer au développement inclusif et social avec le développement de crédits hypothécaires en monnaie locale, la promotion d'initiatives de protection sociale, le renforcement des réserves officielles et résilience financière, ainsi que la participation aux forums internationaux des institutions économiques et financières. À l'heure actuelle, c'est également à son action que l'on doit l'appréciation du franc congolais face au dollar américain, résultat des mesures prises par l'institution monétaire pour stabiliser le marché d'échange. La BCC a resserré sa politique monétaire avant d'engager ces dernières semaines un processus d'assouplissement maîtrisé tout en injectant ponctuellement des devises pour stabiliser le marché. Son parcours inspirant lui vaut une profonde admiration de la jeunesse dans tout le pays. André Ouamesso met souvent son temps à profit pour échanger avec les jeunes sur les différents enjeux de l'heure, servant de repère à ces 70% de ceux qui constituent la population de la République démocratique du Congo. Je suis nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'est une fonction qui est apolitique et la Banque centrale du Congo, c'est pour toute la population
Et si vous voulez que je le dise autrement, le franc congolais est utilisé aussi bien par ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition. Donc, je n'ai plus aucune fonction ou influence politique. Donc, la seule politique que je mène maintenant, c'est la politique monétaire au sein de la Banque centrale du Congo. Vous savez, la monnaie est une question sérieuse. Et c'est un domaine important des sciences économiques. Donc, ce qui arrive n'a rien à voir avec la chance ou le hasard. Quand une monnaie se déprécie, il y a des raisons qui expliquent cette dépréciation. Quand une monnaie s'apprécie, il y a aussi des raisons qui expliquent l'appréciation de cette monnaie. Et par rapport à l'appréciation du franc congolais, il y a des raisons bien précises qui expliquent pourquoi cette monnaie est en train de s'apprécier à un rythme assez soutenu. Mais pour que les gens comprennent pourquoi ce n'est pas un phénomène passager, il faut qu'on explique pourquoi notre monnaie a dévissé et a commencé à se déprécier de manière forte à partir du mois de juin 2025. Je vais même remonter plus loin. Parce qu'il faut qu'on comprenne les phénomènes. Quand on comprend les phénomènes, on comprend la cause qui provoque certains phénomènes, on peut étudier aussi pour produire d'autres causes dans le sens inverse pour corriger ou bien pour améliorer. La monnaie s'est dépréciée à 2 reprises, on va dire depuis 2018. La première dépréciation, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous sommes passés de 1600 à 1900. Oui. C'est parce que nous avons trouvé des réserves de change de l'ordre de 800 millions et ces réserves de change ont été utilisées pour financer le projet que vous connaissez, le projet de 100 jours. Et on a créé un déséquilibre entre nos réserves de change à l'international et leur utilisation dans des projets qui ne se sont pas avérés des projets réellement d'investissement dans notre économie. Nous avons connu la première dépréciation. Ensuite, la monnaie s'est stabilisée aux alentours de 1900-2000 jusqu'en 2023. Vous allez regarder que la courbe est suffisamment constante. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en 2023, le franc congolais commence à se déprécier, à dévisser par rapport au dollar pour atteindre jusqu'à 2900 francs pour $1 au marché parallèle vers le mois de juillet-août. Il y a un ratio prudentiel qu'on appelle la réserve obligatoire. C'est-à-dire que les banques sont obligées de réserver une partie de leurs dépôts pour faire face notamment à l'utilisation, aux besoins de clients. Des clients, ouais. Voilà. Et ce coefficient, ce ratio est de 12%. Si vous avez des dépôts de 100, vous devez réserver 12%, c'est-à-dire 12. Alors, selon la réglementation bancaire, ces réserves obligatoires devaient être constituées essentiellement dans la monnaie locale, qui est le franc congolais. Et les banques se sont plaintes de cette situation en disant que la plupart de leurs dépôts sont en dollars. Et donc,
ces réserves obligatoires constituées en francs congolais ne répondaient pas aux besoins, à la finalité de ce pourquoi elles devaient être constituées. Parce que les clients viennent chercher des dollars et pas de francs congolais. La Banque centrale a fini par accéder à cette demande. Nous sommes donc fin 2021. Et le taux de change à ce moment-là entre le franc congolais et le dollar est de 1999, on va dire 2000, pour faire simple. Et le stock de réserves obligatoires constitué à cette époque est de 2300 milliards de francs congolais environ. Alors, si ça doit constituer des réserves pour des dollars, vous faites le calcul, ça doit couvrir 1 milliard 150 millions de dollars. Donc ce sont des réserves en réalité de 1 milliard 150 millions de dollars. Mais en francs congolais? En francs congolais, c'est 2300. Ok. Alors, nous avons une belle année 2022. Très belle année 2022, avec des prix du cobalt très élevés. Donc, on a un excédent budgétaire assez conséquent. Et la situation reste stable. En 2023, les excédents budgétaires constitués en 2022 commencent à s'effriter, notamment avec la reprise de la guerre d'agression que nous avons subie. Et nous commençons à avoir des problèmes au niveau budgétaire qui impactent le taux de change. En impactant le taux de change, donc la dépréciation du franc congolais qui commence au mois de juin, vous voyez très bien qu'on a ces effets au niveau budgétaire et nous avons un stock de réserves obligatoires en francs congolais qui ne correspondent plus aux besoins, parce que au niveau auquel ils devaient être. Parce que si le franc congolais passe de 2000 à 2300, par exemple, la réserve obligatoire de 2300 milliards ne représente que 1 milliard de dollars, alors que ça devrait être 1 milliard 150 millions. En d'autres termes, ça veut dire que vous avez libéré dans les marchés l'équivalent de 150 millions de dollars en francs. Donc, vous accélérez la dépréciation. Et donc, à ce moment-là, la Banque centrale décide de relever son taux directeur pour essayer de ponctionner l'excédent de francs congolais sur le marché. Et il ramène son taux directeur au mois d'août 2025 à 25%, de 11 à 25. Oui. Donc vous voyez que c'est pour faire en sorte que les banques viennent profiter de ce taux d'intérêt rémunérateur en emmenant leurs francs congolais à la Banque centrale. Et ça a fonctionné. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en même temps, la Banque centrale est aussi intervenue en injectant des devises. Mais malheureusement, c'était une époque où la Banque centrale ne communiquait pas beaucoup. Malheureusement, ce taux directeur à 25% a un effet pervers. C'est que ce taux directeur rémunère de l'argent. Donc, si on avait mis, par exemple, 1000 milliards, au bout d'une année, on a 1250 milliards parce que c'est 25 milliards. Et donc, on a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc, nous étions en train de nous battre parce que, en réalité, nous avions relâché des francs congolais supplémentaires dans le marché en ne respectant pas le ratio prudentiel de réserve obligatoire. Donc, quand je suis nommé gouverneur de la Banque centrale, la première chose, c'est de réunir les équipes au sein de la banque, et il y a de l'expertise à revendre. Et nous avons commencé les discussions. Et donc, nous sommes tombés sur la conclusion que une des grandes raisons qui expliquait la dépréciation du franc congolais, c'était
le fait qu'on n'a pas actualisé Les taux. le réserve obligatoire cristallisé en francs congolais avec les taux actuels. Mais avant d'arriver à prendre cette décision, il fallait d'abord calmer la surchauffe qu'il y avait sur le marché, que nous avons constaté quand nous sommes arrivés. C'est pour cela que nous avons injecté les 50 millions. Ça, c'est juste pour calmer. Si on s'était arrêté à ça, effectivement, on allait appeler ça courte joie. Ce qui détermine l'appréciation du franc congolais, c'est l'actualisation de réserve obligatoire. On n'a pas relevé. On a juste dit que avec la dépréciation, vous n'êtes plus conforme. Donc, vous n'êtes plus conforme au ratio de 12% parce que la dépréciation faisait que les banques n'utilisaient qu'un ratio de 9 ou de 8%. On a juste dit qu'on devait ramener ça à 12%. Ça veut dire quoi, en réalité? Ça veut dire que les banques, avec le respect de ce ratio, doivent stériliser 900 milliards de francs congolais. 900 milliards de francs congolais, mais on a décidé de le faire en plusieurs étapes. Ça a commencé au mois de septembre, et c'est là, de le faire au mois de septembre, c'est que ça correspondait à une échéance fiscale. L'échéance fiscale oblige les entreprises à payer leurs impôts en francs congolais. Donc, vous retirez du marché des francs congolais pour l'équivalent d'environ 400 milliards, et les entreprises dans une économie dollarisée qui ont, par définition, beaucoup de dollars, doivent payer leurs impôts en francs congolais. Donc, ces entreprises viennent chercher des francs congolais qui ne sont plus en abondance dans le marché, et évidemment, avec la loi de l'offre et de la demande, qui conduit toute composition de prix, le franc congolais devient rare, le dollar est abondant sur le marché, et voilà qui explique l'appréciation du franc congolais. Mais nous avons plus de 7 milliards de réserves de change. Donc, la Banque centrale peut injecter de la liquidité en devises dans les marchés grâce à ces réserves. Non, l'approche de la Banque centrale n'est pas une approche coercitive. C'est de rendre la confiance de la population en sa monnaie en montrant que c'est une monnaie qui a de la valeur. Et c'est ce que nous constatons. Oui. C'est-à-dire que quand le Congolais sent que sa monnaie a de la valeur, il veut faire des transactions dans sa monnaie plutôt que dans une autre monnaie qui a moins de valeur. Mais c'est avec les instruments de politique monétaire de la Banque centrale. Nous avons le taux directeur que nous venons d'assouplir à la suite du comité de politique monétaire d'hier. Nous avons le coefficient de réserve obligatoire. Nous avons aussi nos réserves de change que nous sommes en train de constituer pour solidifier aux alentours un peu plus de 7 milliards. Ces appels des réserves, donc, ils sont quelque part. C'est comme dans une équipe de football. Oui. Ils viennent quand il faut remplacer un joueur défaillant. On a compris. C'est la réserve. Et nous avons aussi la possibilité de pouvoir injecter avec la réserve. Il y a plusieurs instruments. Je pense que parfois, on regarde notre économie congolaise comme étant une économie classique. La question que vous venez de poser, c'est vous avez par exemple des producteurs français qui vendent leur fromage aux États-Unis et avec l'appréciation de leur monnaie, le fromage français et le vin français va coûter cher pour un importateur américain, puisque pour acheter ses fromages et son vin français, il va devoir le payer en euros. Voilà. Et s'il y a appréciation de la monnaie,
ça va coûter plus cher à l'Américain qui veut importer du vin et du fromage français. Mais nous avons une économie dollarisée. Ce qu'on vend, c'est en dollars. Donc ça ne change rien du tout à notre compétitivité. C'est que si on vendait notre cuivre en francs congolais, c'est là qu'on allait connaître un problème de compétitivité. L'économie qui est dollarisée, c'est une économie où vous laissez une bonne part de votre souveraineté à la Réserve fédérale américaine. C'est une question d'abord de souveraineté. On ne dit pas que nous devons supprimer le dollar. Ça va être, à moyen, même long terme, ça va être compliqué. Mais au moins, c'est de renforcer l'utilisation du franc congolais dans notre économie. Pour quelle raison? Parce que la Banque centrale du Congo a un rôle constitutionnel retranscrit dans la loi bancaire qui lui demande de stabiliser le cadre macroéconomique et de lutter contre l'inflation. Mais si vous n'avez pas de levier sur la monnaie qui permet à faire des échanges au sein de votre économie, quel serait votre pouvoir pour garantir cette fonction, ce rôle constitutionnel qui vous est donné? Donc, il nous faut avoir une économie où les transactions se passent en francs congolais. Et comme la Banque centrale est ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort, il ne peut le faire qu'en francs congolais et il ne peut pas le faire en dollars. D'où l'intérêt d'avoir un renforcement de notre économie en francs congolais. Je ne veux pas décourager les gens à utiliser les dollars. Je vais encourager notre population à utiliser le franc congolais. Par rapport à une économie qui est la leur, je veux vous parler de quelques produits qui sont fabriqués ici, ou bien des services qui ne viennent pas de l'extérieur. Je veux en prendre deux. Pourquoi acheter le ciment en dollars alors que nous avons des cimenteries ici? Je prends un autre produit. Pourquoi, quand vous allez au restaurant, vous allez acheter votre bière en dollars alors qu'elle est produite ici? Pourquoi vous allez payer, ou bien pourquoi vous allez afficher votre loyer en dollars alors que vous êtes bailleur, alors que la maison ou l'appartement est au Congo et pas aux États-Unis? On encourage dans quel sens? C'est quand aujourd'hui un bailleur se rend compte que s'il avait affiché pour un loyer, par exemple, de 100 francs congolais, voilà. Aujourd'hui, il a les gagné. Voilà. On encourage. Donc, il se rend compte que, mais j'ai ma monnaie qui est quand même forte. Si j'avais mis mon loyer en francs congolais, alors je n'aurais pas perdu. Si c'est pour un loyer de 100 $, je n'aurais pas perdu 5 000 francs en un mois. Non, le financement monétaire n'existe plus. Il n'y a plus de plan Sablier. Non, il n'y a plus de plan Sablier. Quand est-ce qu'on arrive à un financement monétaire? Et d'ailleurs, vous me posez une bonne question. On arrive à un financement monétaire quand les dépenses de l'État qui sont incompressibles, les recettes n'arrivent plus à couvrir. Et c'est dans ce cas-là que les banques centrales tournent la planche à billets pour pouvoir combler le déficit. Mais comme vous le savez, chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons, c'est quelque chose qui est prohibé, le financement monétaire, et tout ce qui est déficit, quand il arrive, lève des capitaux auprès du système bancaire pour combler le déficit, et il n'y a pratiquement pas, il n'y a aucun financement. L'État congolais n'a pas fait défaut de paiement de ces remboursements.
Maintenant, je veux parler de financement monétaire parce que on parle souvent de comment la monnaie s'apprécie alors qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de production. Il n'y a Oui. pas de... C'est un vrai faux argument. Je veux m'expliquer. Nous avons connu dans ce pays une longue période de stabilité. Je crois qu'on parlait toujours de 920. Une longue période de stabilité monétaire. Donc, à cette époque, on avait des niveaux de production nettement inférieurs que ceux que nous avons aujourd'hui. Et on vous a parlé de l'époque où on a dévissé. Et je veux vous parler d'un des plus grands pays producteurs au monde, l'Italie. Et avant la monnaie unique, la lire italienne ne valait rien du tout. Parce que la lire italienne vaut presque zéro. Vous voyez, mais pourquoi la lire italienne était une monnaie, malgré le fait que l'Italie est un des grands pays producteurs, membre du G7, production automobile, production manufacturière, production agricole abondante, mais c'est parce qu'il y avait un déséquilibre entre le nord de l'Italie et le sud qui entraînait des problèmes budgétaires qui étaient financés justement par la planche à billets et qui a fait connaître une dépréciation. Donc dire que la monnaie, pour qu'une monnaie soit stable et forte, il faut de la production, c'est assez court. Mais non, c'est non, pas faux. je n'ai pas dit que c'était faux. Je dis que c'est assez court comme argument. C'est qu'on peut être dans une zone de stabilité et pour qu'elle soit durable, il faut que la production vienne. Et justement, c'est que quand on entre dans une zone de stabilisation du franc congolais, on doit aller plus loin pour pouvoir financer maintenant notre économie en franc congolais, pour pouvoir la diversifier, la solidifier, pour qu'il n'y ait pas ces dérapages qui peuvent avoir un impact sur la monnaie. Parce que la question du crédit, la question de financement est une question qui est beaucoup plus sérieuse qu'on ne le pense. Parce que quand on parle de crédit, les gens ne se rendent pas suffisamment compte que c'est lié à la foi. Parce que crédit, c'est croire, ça vient de considérer. Ça vient de la foi. Mais je veux ouvrir une parenthèse que je veux fermer tout de suite, parce qu'en réalité, la finance est née de là. C'est quand un rabbin, quelque part à Venise, en Italie, au Moyen-Âge, a transformé le système de dîmes en un système où les personnes qui donnaient leur argent à la synagogue restaient propriétaires de cet argent. Et le rabbin utilisait l'argent des croyants pour prêter cet argent à l'économie, puisque à l'époque, ce qu'il faut le savoir, le commerce de l'argent était interdit dans la religion dominante à l'époque. Et donc, vous voyez très bien que l'argent ne quitte pas le porte-monnaie du croyant pour aller vers le porte-monnaie du rabbin, mais il reste propriété du croyant et on crée une prospérité collective, confédérée, croire ensemble, crédit. Et c'est une vraie question philosophique, nous devons y penser. Je ferme la parenthèse. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la comptabilité est née. On a commencé à faire des bilans. C'est comme ça que la finance est née. Entre confier votre argent à un Congolais et confier votre argent à un étranger, en qui vous avez plus confiance? Au fait, il faut d'abord que... Vous savez, je vais encore ouvrir une parenthèse et la refermer. Un des discours politiques le plus important de ce pays a duré moins d'une minute. OK. Moins d'une minute. Un des discours politiques le plus important. Moins d'une minute. Et je suis sûr que vous-même, grand journaliste,
Si je vous le rappelle, vous allez dire, ah bon, c'est vrai. C'était un discours de campagne du docteur Étienne Tshisekedi à Lubumbashi. OK. Qui a dit une chose. C'était son simple discours. Il a dit, il a parlé en lingala. Mboka ekofi. Non. Mboka oyo ekobonga, mukolo, Congolais akolinga Congo, et puis akolinga moninga na ye Congolais. C'est profond. C'était l'essentiel de son discours. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est encore une question, vous voyez, de foi. Et quand on vous dit que la finance est intimement liée à ça, si je vous fais confiance, si on se fait mutuellement confiance, on croit ensemble, on se fera crédit. Vous savez, en matière de réforme, il y en a déjà eu dans les 2 mois ici. Mais très rapidement, il faudrait accentuer avec la transparence au niveau non seulement de la banque, dans la manière dont elle communique, mais aussi mettre en place la transparence des marchés. Je ne l'ai pas dit ici, mais l'une des raisons qui a accéléré l'appréciation du franc congolais, c'est aussi le travail que la Banque centrale a fait pour mettre plus de transparence dans le marché de change au niveau interbancaire. Et je peux vous annoncer déjà que nous allons encore aller plus loin en mettant un système où chaque banque sera obligée d'être dans un marché, on va dire, numérisé, Bloomberg, Oui. où toutes les banques ont leur prix de vente et d'achat, et les acheteurs, les opérateurs économiques qui cherchent ou veulent acheter qui veulent vendre ou acheter des francs, ont aussi des prix, et le prix va se fixer en termes du meilleur prix, à la vente comme à l'achat. Au fait, c'est comme ça que les marchés sont organisés. Mais quand nous sommes arrivés à la Banque centrale, nous avons constaté que chaque banque avait au fait son taux, appelé son acheteur ou vendeur de dollars et fixer son taux. Donc, on avait une très grande disparité. Et vous avez discipliné ça? Bien sûr. Mais ça, on ne va pas, on ne va pas le dire, mais on l'a fait. À moyen terme, les grandes réformes, et j'ai déjà commencé à l'annoncer, c'est la digitalisation pour permettre l'inclusion financière et emmener au fait notre banque centrale à être véritablement un moteur de transformation économique dans ce pays. Pourquoi digitalisation? Parce que nous avons une population de moins de 25 ans. La majorité des Congolais sont nés après l'an 2000. Oui. Qui ne connaissent pas le téléphone analogique, ils ne connaissent pas le Minitel que vous avez connu en France, oui. En France. Absolument. Il y a beaucoup de gadgets technologiques. Ils ne connaissent pas le Nintendo, hein, ils ne connaissent pas. Donc, ils sont dans un monde du smartphone, des réseaux sociaux, demain de l'intelligence artificielle. Il faudrait qu'on puisse aller plus loin et aussi en matière financière, miser sur cette jeunesse qui va véritablement transformer l'économie de ce pays. Et une autre réforme aussi, on parlait tout à l'heure de financement de notre économie, il faudrait qu'on arrive, et ça ne dépend pas que de la Banque centrale. La Banque centrale a déjà proposé ça en Conseil des ministres. Il faut qu'on crée un marché des capitaux grâce à un système de fonds de pension par capitalisation. Mais on peut mettre en place un système de fonds de pension complémentaire. Regardez aujourd'hui, dans un système de fonds de pension complémentaire, ça peut prendre en charge ce qu'on appelle la vie et le décès. Regardez aujourd'hui ce que coûtent les funérailles.
les gens peuvent être enclins, poussés, Assurance vie. voilà, avec une assurance vie. Si vous atteignez l'âge de la retraite, vous avez une pension complémentaire. Et si, par malheur, vous n'atteignez pas l'âge, avec cet argent, vous donnez ça en héritage à vos successeurs, tout en prenant en charge les frais d'obsèques. Ce sont des bouquets qui existent, mais pourquoi ça? Pourquoi un système de financement de fonds de pension par capitalisation? Encore une fois, parce que nous avons une population très jeune. Si on veut financer l'économie, même des petits montants, mais d'un très grand nombre de Congolais, qu'ils mettent dans un système de fonds de pension, quand on a 25 ans, même si on cotise $1 par mois, si on est 50 millions, on peut mettre même $10. On est 150 millions. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Et vous allez attendre cet argent Oui. 40 ans plus tard. Entre-temps, cet argent est injecté dans l'économie pour construire des infrastructures, pour donner du crédit à nos entrepreneurs et pour financer des grands projets. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. C'est pas un rêve, mais c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement et emmener du financement supplémentaire dans notre économie et surtout créer une courbe de taux qui va permettre de pouvoir prêter de l'argent à long terme. Je comprends pertinemment bien cette question parce que figurez-vous que je me suis rendu compte que depuis le lancement du franc congolais, il ne s'est jamais apprécié face au dollar. Depuis le lancement du franc congolais en 98. Il est soit resté stable, soit il a déprécié. Voilà. C'est la première fois qu'on constate une appréciation. Évidemment, les gens, c'est légitime, ils se disent que ça ne va pas durer. Pourquoi je pense le contraire? Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est un effet de correction. Donc, on corrige quelque chose qui était défaillant à cause d'une injection de liquidité qui n'était pas contrôlée. Et en fermant, en resserrant cet instrument de politique monétaire qui est la réserve obligatoire, on va arriver à une correction du taux de change. Et les instruments de politique monétaire à disposition de la Banque centrale sont suffisamment, je veux dire, efficaces. D'ailleurs, vous avez pu le constater avec l'ajustement du coefficient de réserve obligatoire, que à chaque moment où la Banque centrale va constater de l'instabilité, elle pourra jouer soit sur son taux directeur, soit sur son coefficient de réserve obligatoire, soit en injectant des devises grâce aux réserves de change constituées. Donc, il n'y a pas de risque pour que nous ne soyons pas dans une situation de stabilité. Sauf, et je dis bien sauf, si nous connaissons des chocs exogènes, c'est-à-dire des chocs que nous ne pouvons pas maîtriser à l'intérieur du pays. Je parle d'une chute brutale du prix du cuivre ou une montée incontrôlée des produits de première nécessité que malheureusement nous importons aujourd'hui, ce que j'appelle des chocs exogènes. Mais dans la situation interne, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de stabilité. Et heureusement que cette population a vécu dans une période, pendant une période d'observation assez importante, on l'a dit ici 5 ans, dans une période de stabilité parce que il y a eu de la rigueur et il y a eu stabilité. Et donc, on l'a vu aussi pendant de la période, je veux dire 2020-2023, on est resté à un niveau de cours de change suffisamment stable. Et donc, s'il n'y a pas de choc exogène, nous allons
après avoir atteint le taux d'équilibre, les prix se constituent en fonction de l'offre et de la demande. Donc, c'est le marché qui va déterminer. Pour ouvrir un bureau de change, il faut être agréé. Pour être agréé, donc, sachez que nous allons contrôler ces aspects de manière beaucoup plus rigoureuse maintenant. Mais plus généralement, vous savez, je parle de ça depuis tout à l'heure, c'est l'incitation. Quand il n'y a pas, je veux dire, d'autorité monétaire, et c'est ça la véritable expression, il n'y a pas plus belle expression que ça. Le pouvoir monétaire de la Banque centrale s'est retrouvé dans la rue. Et à partir du moment où on a une banque centrale qui reprend sa fonction d'autorité monétaire, c'est ce que dit la Banque centrale, que la population suit, et ce n'est plus ce qui est marqué sur les tableaux avec des taux farfelus. Et c'est d'ailleurs même l'importance de la digitalisation. Pourquoi? Parce que moi je demande à la population de pouvoir d'abord se bancariser et avoir les applications bancaires de leur banque, où les taux sont indiqués. Et donc, comme ça, ils ne pourront pas. Et les banques sont, au fait, alignées à la Banque centrale. Les gens ne pourront plus être trompés par des taux farfelus. Et ça doit pousser aussi les gens à venir vers le système bancaire, puisque ce système bancaire est contrôlé et est réglementé par leur banque centrale. La répression, c'est bon, mais vous n'allez pas faire une répression de manière continue. Le mieux, c'est de créer un cadre où il est plus avantageux d'avoir son argent dans le système qu'en dehors du système. Et c'est ça le rôle de la Banque centrale. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce que nous mettrons en place petit à petit, parce que les gens qui thésaurisent, moi je ne parle pas de ce dont vous parlez, je n'ai pas connaissance. Nos amis, investisseurs. Moi je parle de la maman qui a son petit commerce et qui préfère avoir... Mettre sous les lits. Voilà, avoir son argent sous le lit, en dessous de son matelas. Mais c'est de lui dire qu'en emmenant cet argent au niveau de la banque, en francs congolais de préférence, il pourra bénéficier d'un taux d'intérêt rémunérateur de son épargne. Je vous donne un exemple, c'est quelque chose qui m'a toujours ahuri. On parle des avoirs libres des banques, libres, donc leur position nette. Mais cet argent-là n'appartient pas aux banques. C'est l'argent des épargnants, de leurs clients. Oui. Mais est-ce qu'ils leur ont fait profiter des 25% du taux directeur de la Banque centrale? Non. Qui a duré pendant 2 ans? Non. Alors, voilà. Alors que si, et c'est ça, nous en tant que Banque centrale, nous allons y veiller, puisque même si nous avons baissé notre taux directeur de 25, mais il est quand même à un niveau élevé, à 17,5%, c'est de pouvoir pousser les banques centrales à faire de la publicité sur des dépôts de l'épargne en francs congolais qui va donner une rémunération suffisante à leur clientèle congolaise. Si aujourd'hui, je donne un exemple, que le taux directeur est à 17,5, s'ils proposent une rémunération de 12,5% ou bien de 12%, il leur reste une marge d'intermédiation de 5,5%, parce que quand on regarde le niveau de l'inflation, donc on est dans un taux d'intérêt réel qui est positif et qui permet aux gens de s'enrichir. Cette question est une question fondamentale de notre économie. Oui. Parce que je veux même aller plus loin. Ce n'est pas seulement l'offre de devises que ce rapatriement, c'est 60%. Le code minier, c'est 60. C'est 60%. Oui. Au-delà d'accroître l'offre en devises, mais ces rapatriements doivent, en réalité, permettre de financer notre économie de manière, Bien sûr. De manière massive. Oui. Parce que si j'ai commandé une étude par rapport à cette question-là au sein de la Banque centrale,
Vous savez que depuis le lancement du code minier de 2018, l'accroissement des dépôts au niveau des banques commerciales n'a été que de 9 milliards. Alors que si on avait respecté cette réglementation de change avec, alors que nous vendons 4 millions de tonnes avec le rapatriement, oui. Nous aurions, s'ils avaient respecté à 100%, voilà. Enfin si 100% étaient restés, rien qu'avec les miniers, on aurait eu un apport des dépôts cumulés jusqu'au fin 2024 de 83 milliards. Nous avons étudié la question. Il n'y a pas de complaisance. Le rapatriement, dans la très grande majorité des cas, le rapatriement est effectif. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les miniers, et d'ailleurs pas que les miniers, les télécoms, les grandes sociétés brassicoles, ne veulent plus avoir de dépôt au niveau du système bancaire. Pour deux raisons principales: les avis à tiers détenteurs et les saisies attributions. On confisque. Mais c'est de la thésaurisation aussi. Climat des affaires. Mais c'est ça que je sors. Mais c'est pour cela maintenant que je reviens à ce que j'ai toujours dit depuis le début. Moi, je préfère être dans l'incitation que dans la répression. Parce que si on avait un climat des affaires qui permettait à ce que ces entreprises se sentent à l'aise, ne se sentent pas traquées et par la justice et par les régies financières, ils allaient garder leur dépôt au sein de notre système bancaire. Mais vous savez qu'il y a un effet pervers à ça, puisque toutes ces grandes entreprises fonctionnent avec des lignes de crédit. Donc, ils utilisent le financement qui devrait, en principe, servir à financer ceux qui en ont réellement besoin dans l'économie. Effectivement. Donc, vous voyez, donc il y a un problème d'offre de devises. Bon, l'offre de devises, elle est quand même là, hein, parce que quand on voit les échéances fiscales, ils payent. Donc, ça veut dire que cet argent est quelque part. Bon, ça, c'est une question où on doit vraiment bien... Donc, l'offre de devises, elle est quand même là. Mais le financement de l'économie, quand on sait qu'il y a un principe simple, il y a les crédits, c'est la transformation des dépôts en crédit. Aujourd'hui, nous avons à peu près 14 milliards de dépôts au sein de notre système bancaire pour environ 9 milliards de crédits. Donc, vous imaginez que si même on avait utilisé que 50% de ce qui est rapatrié en dépôt, donc on aurait eu un accroissement de dépôts de l'ordre de 50 milliards. Et 50 milliards, si on transformait ces dépôts en crédit en utilisant juste un taux de transformation de dépôts en crédit de 60%, on serait à 30 milliards de financement de notre économie. Mais justement, monsieur avec nos moyens propres. S'il vous plaît. Et les banques ne financent que pour 9 milliards. Donc c'est une question fondamentale. Exactement. Et je veux finir par là. Oui. Troisième effet pervers, c'est que nos PME congolaises qui ont des bons projets et qui doivent aller pour trouver du financement, les banques vont leur dire non. Notre capacité à financer a déjà été absorbée par les télécoms, par les miniers, par les sociétés brassicoles qui n'ont même pas besoin de crédit, mais qui sont obligés de fonctionner comme ça pour éviter les saisies attributions et les avis à tiers détenteurs. Les cas que vous décrivez sont une infime minorité. La majorité rapatrie. Mais quand ça arrive au pays, ça disparaît. Et je vous ai expliqué pourquoi. Oui, oui, on a compris. Et donc, et c'est pour ça que je vous dis que nous, on peut faire notre part, mais ça ne concerne... Non, c'est tous les gouvernements qui doivent s'impliquer. Ça va être marginal. Mais si. Le véritable problème systémique, c'est celui que je vous ai décrit. Donc, nous devons revoir notre système d'avis à tiers détenteurs et de saisie attribution. Les recettes, en réalité,
pour savoir qu'on est dans l'efficacité de la perception des recettes. On doit regarder quel est le niveau de pression fiscale qu'on arrive à atteindre par rapport à notre PIB. Quand on regarde la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne, c'est 20%. Nous, avec nos assignations, telles que vous venez de le dire, nous sommes à peine à 12-13%. Et les entreprises vont vous dire qu'ils croulent sous les tracasseries fiscales. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'efficacité. Puisque quand on part des pays comme la France, ils sont déjà à plus de 50% de pression fiscale par rapport à leur PIB. Nous avons un PIB aujourd'hui de 80 milliards, 82 milliards. Si on avait une pression fiscale de 20%, on aurait 16 milliards de dollars en recettes propres. Nous ne les atteignons pas encore. Donc, il faut qu'on réfléchisse à l'efficacité. Et je sais qu'il y a beaucoup de réformes qui vont emmener de l'efficacité, mais ce sont des réformes qui... Si les gens ne fuient plus les saisies-attributions, les gens ne fuient plus les avis à tiers détenteurs intempestifs, nous allons accroître l'assiette fiscale. Alors, conseiller le gouvernement quant à ça dérange. Mais je vous ai dit que ça a déjà été fait. Je n'ai pas compris que la Banque centrale n'avait pas de cellule de communication. C'est extrêmement alors grave. Que l'élément essentiel de tout marché, et surtout des marchés financiers, c'est la communication. Absolument. Et donc, il faut communiquer. Et je peux vous dire, M. Sakana, que ces études existent, que c'est publié, que d'ailleurs chaque semaine, la Banque centrale publie sur son site Internet. C'est vrai qu'il faut aussi le changer. La mise à jour. Il est un peu vieillot. Raviver, pose problème. actualiser tous les 6 mois. Publie une note de conjoncture avec énormément de statistiques. Et il y a beaucoup de publications que vous pouvez trouver sur le site de la Banque centrale. Mais nous allons travailler sur cette communication pour que aussi la Banque centrale non seulement soit l'autorité monétaire de référence, d'ailleurs la seule autorité monétaire, et aussi soit vue par la population comme étant le creuset du savoir financier et monétaire. Vous savez, quand on est à la frontière et que vous êtes dans un pays qui ne produit pas suffisamment, les gens vont vers le pays limitrophes pour s'approvisionner. Vous avez cité ces zones de l'Est. Monsieur Kassamba a parlé de Lufu. Oui, juste ici, frontière avec l'Angola. Les gens ont besoin des kwanza pour aller faire leurs courses. Et ce n'est pas quelque chose qui est à l'intérieur du pays, mais c'est quelque chose qui est, je veux dire, avec les shillings, c'est à l'intérieur. Hein? Non, c'est à Aru, c'est vraiment à la frontière. Et c'est la même chose pour le shilling, c'est à Kasumbalesa et tout ça. Mais je voudrais dire deux choses. Oui. La première chose, c'est que il y a quelque chose que j'ai découvert en arrivant à la Banque centrale, c'est que on a un traité de convertibilité des devises de tous les pays appartenant à l'EAC, comme l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Kenya. Tous les pays de la zone EAC ont signé ce traité, sauf la République démocratique du Congo. Nous, on doit signer aussi? Mais bien sûr. Vous savez pourquoi? Non. Parce que ça va éviter ce genre de problème. C'est-à-dire le Congolais aujourd'hui peut aller à Kampala. Avec notre monnaie. Avec le franc congolais, faire ses achats et revenir. Donc on aura moins de problèmes
de convertibilité. Ou bien parce que qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'y a pas de convertibilité, un commerçant nandé qui peut avoir beaucoup d'argent va chercher d'abord à avoir des dollars pour aller, s'il doit faire ses achats au Kenya ou en Ouganda, pour aller chercher sa marchandise. Mais si, avec des francs congolais, peut directement aller acheter sa marchandise, on règle un problème. Donc, j'ai demandé qu'on m'explique la raison pour laquelle la RDC n'avait pas accédé à cette demande. Mais pour les autres zones frontalières, il n'y a pas de problème. On est allé trop vite sur la question des réformes. Ça fait partie des réformes à moyen terme de la Banque centrale. C'est de pouvoir... Je l'ai annoncé lors de ma première interview sur Bloomberg. J'ai dit clairement que la Banque centrale du Congo va constituer une partie de ses réserves en or. Et la Banque centrale du Congo est en train d'envisager comment se faire accompagner pour financer elle-même une raffinerie d'or et avoir la certification de bullion gold pour qu'on ait l'or monétaire qu'on pourra constituer dans nos réserves. Surtout qu'on peut l'acheter, cet or, en francs congolais. La Banque centrale ouvre une nouvelle ère de stabilité, de transparence et de rigueur. C'est un arrêté interministériel qui... Parce que quand on parle de mode d'urgence, ce n'est pas prohibé. Oui, mais coup de fil. Il y a une loi qui encadre les paiements en mode d'urgence et comme c'est une loi, nous veillerons à son respect. La Banque centrale est suffisamment solide pour... Pourquoi? Dans ce domaine-là, la Banque centrale... Vous avez des savoir-faire quand même. Non, la Banque centrale met à disposition l'offre. Il faut poser la question... Et ceux qui vont ailleurs. Il faut poser la question à la demande. Il faut rajeunir la Banque centrale et il faut que ceux qui sont encore là, qui ne sont pas encore partis à la retraite, veillent à transmettre leur savoir à la jeunesse qui va arriver à la Banque centrale. Ça ne fonctionne pas de cette même manière que pour les autres. La Banque centrale est d'abord là pour veiller à la stabilité et à la stabilité financière et à ce qu'on maintienne des niveaux d'inflation qui soient bas pour garantir le pouvoir d'achat de la population. C'est ce que la Banque centrale observe et met en place des politiques. Mais si vous voulez poser la question par rapport à la manière dont la Banque centrale va se redimensionner pour faire face à ses besoins, nous avons lancé, dès que nous sommes arrivés à la Banque centrale, un audit organisationnel et stratégique et dont nous attendons les conclusions dans les jours qui viennent. Et c'est sur base de cet audit-là que nous allons déterminer un plan stratégique qui sera communiqué au public, puisque nous avons un devoir de transparence et de redevabilité, qui montrera au fait dans quel cap la Banque centrale se dirige, parce que l'un des objectifs, ce n'est pas seulement assurer la stabilité financière au niveau du pays, mais c'est aussi de reconnecter le système financier congolais avec le système financier international. Puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, pour faire un virement du Congo vers l'extérieur, on doit passer par une banque correspondante. Donc, absolument, il y a toute une série de réformes et de mises à niveau que nous devons et que nous allons faire pour que notre système bancaire soit de nouveau dans les standards internationaux. Et je voudrais leur dire que le franc congolais fait partie des instruments et des symboles de notre souveraineté. Et que nous ne les avons pas oubliés,
nous ne les oublions pas. On ne peut pas accepter que un instrument de notre souveraineté soit donné à quelqu'un qui viole notre souveraineté. Donc, une fois que notre souveraineté territoriale sera recouvrée, ils pourront de nouveau jouir de leur souveraineté mondiale.